Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, certains animaux étaient jugés au tribunal et exécutés au même titre que les hommes ? C'est ce qui est arrivé en 1386 à un pauvre cochon à Falaise, en Normandie. Ville natale de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier, Falaise est une cité médiévale prospère grâce au négoce et à l'artisanat. Perché sur un éperon rocheux entre les vallées de l'Ante et du Marescot, le château témoigne de la puissance des ducs de Normandie. Eh bien, cette bourgade a été le théâtre du procès d'une truie. Ce qu'on lui reproche, avoir dévoré un nouveau-né. Je vous propose aujourd'hui de retrouver la véritable histoire de la truie de Falaise et de comprendre comment et pourquoi des hommes ont pu traîner des animaux en justice et les condamner. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. La truie de Falaise. Nous sommes le 25 décembre 1386. La place principale de Falaise grouille d'une foule bigarrée. Malgré le froid, hommes, femmes, enfants, pauvres et riches sont venus nombreux. Regnault Bigot, le vicomte de Falaise, est là en personne. Il y a des gens aux fenêtres et les lève-tard se dressent sur la pointe des pieds pour ne rien rater du spectacle qui va bientôt commencer. Tous les regards sont braqués sur l'échafaud qui a été dressé pendant la nuit. De la potence pend une corde avec un nœud coulant prêt à recevoir le condamné. Maintenant, les badauds s'impatientent, d'autant plus que certains spectateurs sont difficiles à maîtriser. Le vicomte de Falaise a en effet demandé à tous les propriétaires de cochons de venir avec leur animal. Tenus en laisse, les porcs ne sont pas contents du tout d'être privés de leur liberté habituelle. Ils grognent, ils tirent, ils bousculent tout le monde. Il va falloir que l'exécution commence ou ces indociles spectateurs vont faire des dégâts. Justement, voilà qu'arrive le condamné accompagné de son avocat et suivi du bourreau de Falaise, enfin, plutôt la condamnée puisqu'il s'agit d'une truie. Pour l'occasion, on lui a passé des vêtements féminins. Une exclamation accompagne son arrivée. Dans les rangs des cochons aussi, on s'agite. Ils doivent pourtant rester calmes et regarder car le spectacle est censé leur servir de leçon. Voilà ce qui arrive aux cochons qui ne se tiennent pas correctement et mangent les enfants. Car c'est bien ça qu'on reproche à cette truie, d'avoir dévoré le visage et le bras d'un bébé. Si une truie est bien exécutée par le bourreau de Falaise à la fin de l'année 1386 ou au début de 1387, on ne sait pratiquement rien de l'exécution ni du procès qui l'a précédé. Depuis la fin du XIVe siècle, cette histoire cochonne est racontée, déformée, jusqu'à décrire les faits avec un luxe de détails macabres ou grotesques. Elle satisfait notre goût de la mise en scène, mais n'a rien à voir avec la rigueur historique. Ce que l'on sait tient en quelques lignes, celle d'une quittance. Quelques jours après l'exécution, le bourreau se rend chez Colin Gillin, le lieutenant général du vicomte de Falaise. Le bourreau a fait ce qu'on lui a demandé. Après que la bête est montée à l'échafaud, il lui a coupé le groin, lui a mis un masque et l'a pendu par les pattes. Ce n'est pas banal pour un bourreau, c'est presque un travail de boucher, mais ça mérite quand même salaire. Colin Gillin compte les pièces une à une et lui donne la somme de 10 sous et 10 deniers tournois, la monnaie de l'époque. Avec sa belle plume, il prend note de cette transaction dans son registre. C'est grâce à cette note que l'on connaît encore quelque chose de l'exécution de la truie de Falaise. La coupable est une truie de 3 ans environ, propriété de Jouvet-le-Maçon de la paroisse de la Ferté-Massy. Elle a mangé le visage de l'enfant dudit Jouvet-le-Maçon, âgé d'environ 3 mois, alors qu'il était dans son berceau. L'enfant est mort. Horrifié, le père a demandé que sa truie soit sanctionnée comme une criminelle, d'où sa mutilation et sa pendaison. Tout le reste n'est qu'invention. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Cette anecdote est riche en enseignements. Elle nous informe d'abord sur la vision que les hommes portaient sur les animaux au Moyen-Âge. À l'époque, les animaux domestiques sont reconnus comme des êtres vivants créés par Dieu, dotés d'une âme, capables de distinguer le bien du mal et donc responsables de leurs actes.
Mais cela nous apprend aussi beaucoup de choses sur la façon dont s'élabore un récit qui finit par ressembler à une légende urbaine. À partir du XVIIIe siècle, les chroniqueurs racontent dans leurs ouvrages le procès de Falaise en modifiant un détail par-ci, un détail par-là, et surtout en ajoutant des faits sortis tout droit de leur imagination. Le premier document qui évoque cette pendaison date de 1764, près de 4 siècles après les faits. C'est un dictionnaire de titres qui stipule que la truie est condamnée suite à un procès. Il n'est pourtant pas fait allusion à un procès dans la quittance. 5 ans plus tard, un autre document évoque le procès en déformant le nom du père qui devient Journet le maçon. Plus tard encore, en 1816, l'abbé Pierre-Gilles Langevin, historien de Falaise, se base sur le texte de 1764 pour écrire sa version des faits. Il raconte donc qu'il y a eu procès, que la truie a mangé le bras du nourrisson, que le père n'est pas le propriétaire de la truie. L'abbé fournit une seconde version des faits 10 ans plus tard, en 1826, dans laquelle la truie a bien mangé le bras et le visage du nourrisson. Il explique qu'avant la pendaison, on lui a coupé le groin, qu'on l'a habillé en homme et affublé d'un masque. Les ajouts et déformations se poursuivent au XIXe et au XXe siècle. Au XXIe siècle, cette version fantasque est toujours racontée avec une certaine délectation. Jusqu'à ce qu'en 2021, Adrien Dubois, historien, fasse un très sérieux travail d'étude des sources et retrouve la trace de chaque ajout. Adrien Dubois décortique tous les ouvrages qui, depuis les faits, évoquent l'exécution de la truie de Falaise et détermine précisément qui a ajouté quoi. Depuis au moins le XVIIIe siècle, époque à laquelle on trouve la trace du premier récit, on se figure le Moyen-Âge, c'est-à-dire une période de 1000 ans, comme une époque sombre et violente, aveuglée voire abrutie par une religion omniprésente. On imagine des populations ignares, superstitieuses et tellement crédules qu'elles sont prêtes à croire n'importe quoi. Une époque où les gens sont tellement bêtes qu'ils pensent que les cochons peuvent comprendre la justice humaine et en tirer des leçons. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut se garder de juger les époques lointaines à l'aune de nos principes. Ce serait anachronique. Au Moyen-Âge, on a pu croire des choses extravagantes auxquelles on ne croit plus, c'est tout. Si le Moyen-Âge est le théâtre de procès contre les animaux, c'est parce qu'on a alors une autre relation à la justice et aux animaux. Comme les êtres humains, les animaux sont des créatures de Dieu, et il ne faut pas sous-estimer le poids de la chrétienté à l'époque. Maltraiter un animal, c'est maltraiter une part de la création divine. Ce qui n'empêche pas une hiérarchie entre les créatures. L'homme médiéval s'autorise à manger des animaux, mais il les respecte de leur vivant. Et c'est bien ce que nous montrent ces procès faits aux animaux, une forme de respect du vivant qui s'est perdue avec l'ère industrielle. Aujourd'hui, l'animal est soit sacralisé comme animal de compagnie, soit considéré comme de la nourriture. Que les animaux aient droit à une justice n'est pourtant pas une idée nouvelle. Si on ouvre la Bible, par exemple, voilà ce qu'on peut y lire. « Si un bœuf, dit Moïse dans l'Exode, a frappé de ses cornes un homme ou une femme tellement qu'il en meurt, il sera lapidé et on ne mangera pas de sa chair. » Un bœuf est donc justiciable. Et cette justice a sa propre logique. Quand un homme est accusé de zoophilie avec une vache, une jument, une chèvre ou toute autre femelle animale, les deux sont menés devant les tribunaux et les deux sont également condamnés. Aujourd'hui, évidemment, on trouve ça très injuste pour l'animal, victime des fantasmes de l'homme, puis de sa justice. Ces procès nous semblent insolites, mais il n'est pourtant pas rare de voir des animaux conduits devant les tribunaux entre le XIIIe et le XVIe siècle. 95 condamnations entre 1120 et 1741 sur le seul territoire français. Dans 9 cas sur 10, l'accusé est un cochon. Cet animal est vagabond et provoque inévitablement des accidents. Prenez le jeune Philippe par exemple, le fils aîné du roi Louis VI. Il a lui aussi eu une mésaventure avec un cochon. Un jour d'octobre 1131, il se balade à cheval dans Paris.
On trouve alors de tout dans les ruelles tortueuses et puantes de la capitale. Excréments, carcasses d'animaux, résidus de tanneries et de teintureries, charognes en tout genre, toutes ces choses qui peuvent faire les délices d'un cochon itinérant. Et tout à coup, un cochon déboule entre les jambes du cheval princier qui panique et fait chuter son cavalier. Tandis que le funeste cochon s'enfuit, le cheval s'écroule sur le jeune Philippe, futur roi de France, qui se cogne la tête contre une pierre dans la très étroite rue du Martroi. Le prince meurt quelques heures plus tard, et c'est son frère Louis qui succédera à leur père et deviendra Louis VII le Pieux, l'homme qui voulait être moine, pour la petite histoire. Si le cochon infanticide compose la grande majorité des accusés, c'est d'abord, nous rappelle l'historien médiéviste Michel Pastoureau, parce que les humains lui accordent un statut particulier. C'est en effet l'animal qui ressemble le plus à l'homme. Non pas physiquement, ce sont les singes et l'ours qui se rapprochent physiquement le plus de l'être humain. En revanche, les cochons ressemblent beaucoup aux hommes sur le plan physiologique. Au Moyen-Âge, c'est grâce aux cochons qu'on espérait comprendre l'anatomie des humains. D'ailleurs, l'Église interdisait la dissection du corps humain et c'est donc à partir de l'anatomie des porcs que l'on enseignait celle des humains dans les écoles de médecine médiévale. Si le cochon est l'animal qui fait l'objet du plus grand nombre de procès, c'est aussi parce qu'il est très présent dans la vie médiévale. À la ville comme à la campagne, le cochon vagabond sert des boueurs. Il glane sa nourriture dans les rues et les chemins. On en trouve même qui déterrent les cadavres dans les cimetières. Sachant qu'un cochon mange environ 1,5 kg de nourriture par jour, parfois plus, il passe beaucoup de temps à en chercher et il est bien servi dans les villes où les gens jettent leurs déchets par les fenêtres. Vu les nuisances, les interdictions municipales se multiplient pour interdire l'errance des porcs. Une ordonnance royale de 1350 la condamne et prévoit non seulement des amendes pour les propriétaires, mais aussi l'exécution des animaux. Et le cochon, qui est omnivore, se livre quand il en a l'occasion à l'anthropophagie, c'est-à-dire qu'il se nourrit aussi de chair humaine. Au passage, l'anthropophagie est l'un des pires péchés pour les chrétiens, car manger un humain, c'est nier l'humanité elle-même. Mais bon, il doit être tentant, quand on est un cochon affamé, de s'offrir un peu de chair tendre et fraîche. Mais au point de dévorer un nourrisson, ce serait possible ? Il faut savoir qu'à la campagne, au Moyen-Âge, les femmes reprennent le travail dans les champs très vite après leur accouchement. Le bébé qui a survécu à l'épreuve de sa naissance suit sa mère dans ses activités. Et en cette fin d'automne, la mère de la petite victime ramasse des noix ou des châtaignes, ou peut-être même des glands pour engraisser les porcs. Elle dépose son bébé dans une boîte, une caisse, à même l'herbe ou de la paille, tandis qu'elle trime et s'éloigne peu à peu. N'importe quel animal peut alors surgir. Il n'y a pas grand-chose à risquer du chien, domestiqué depuis des millénaires. Il sait qu'il ne doit pas manger les humains. Par contre, le bébé peut être approché par un cochon, et c'est là que les choses se compliquent. Le bébé du plaignant de Falaise a dû être laissé sans surveillance, et un cochon vagabond a profité de l'aubaine. On peut se demander ce qu'espérait obtenir le père en se tournant vers la justice. Il est difficile de l'établir avec pour seule source la quittance du bourreau. Mais il y a sans doute dans sa volonté un besoin de réparation et d'exemplarité. Tout crime mérite châtiment. Jouvel Masson s'est adressé à la justice civile pour obtenir réparation. Ces procès sont pris en charge par les tribunaux laïques et jugent les animaux domestiques, comme les cochons, les chevaux, les bœufs ou les chiens, quand ils sont inculpés pour blessure ou homicide. La peine appliquée est souvent la mise à mort par pendaison, le bûcher ou par décapitation. C'est la loi civile, celle des hommes, qui s'applique aux animaux. Les procédures sont les mêmes pour eux et doivent être respectées. Quelle que soit l'accusation, les animaux sont toujours jugés comme de véritables criminels. Ils peuvent par exemple être placés en détention préventive. De plus, les peines sont sévères car elles doivent marquer les esprits. Et les cochons du vicomté de Falaise ne semblent pas sensibles aux condamnations de leurs semblables, puisqu'on sait que 4 petits pourceaux qui ont mangé 3 enfants au berceau ont été condamnés en novembre 1383, juillet 1384 et août 1384. C'est-à-dire avant l'infanticide commis par la truie de Falaise pendue fin 1386.
Il existe aussi d'autres procès, les procès ecclésiastiques intentés contre les animaux liés aux fléaux, les mouches, les sauterelles, les fourmis, les termites et autres insectes, ainsi que les rongeurs. Ces animaux sont censés être envoyés par Dieu pour punir les hommes. Il faut donc un jugement d'église pour les sanctionner. Les sources convergent et font remonter à 1120 la première excommunication prononcée contre les chenilles et les mulots qui sont ainsi bannis de la communauté des croyants. C'est donc qu'avant, ils en faisaient partie. Nous avions donc attribué une spiritualité aux animaux. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugo. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme favorite ou bien sur l'appli Europe 1, ainsi que chaque week-end à 15h sur les ondes d'Europe 1. À très vite!